Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séance du séminaire consacré à la Méditerranée orientale organisée en cette fin d'année académique par l'IESD. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Jean Marcoux de l'Université Grenoble-Alpes et nous traiterons aujourd'hui des nouveaux enjeux stratégiques de la Turquie. Je passe tout de suite la parole à Olivier Zagek, qui est directeur de l'IESD, pour une courte introduction, et ensuite à Frédéric Cohen qui présentera notre intervenant. Olivier, c'est à vous. Merci beaucoup Anthony. Bonjour à tous tout d'abord. Merci d'être avec nous ce matin. Merci évidemment et en tout premier lieu à mon collègue, le professeur Jean Marcoux. Merci beaucoup d'intervenir dans cette séance du séminaire Méditerranée orientale. Alors, je dirais simplement quelques mots de bienvenue et puis de remise en contexte de ce séminaire. L'Institut d'études de stratégie et de défense a été créé en 2018. Le programme principal de recherche qui est le nôtre est une étude de ce qu'on appelle les capacités stratégiques hautes, c'est-à-dire l'interconnexion entre les capacités nucléaires, la puissance aérienne future, l'antimissile et également l'espace extra-atmosphérique. Ça, ce sont des capacités et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre également le cadre dans lequel les conflits armés éventuels, avec des séquences de haute intensité qui vont tester la volonté de groupes politiques organisés, qu'ils soient des États ou non, dans les années qui viennent, eh bien, la manière dont ils vont se configurer. Les conséquences de cette évolution des conflictualités, en particulier dans les espaces communs, contested commons, sont importantes politiquement, sont importantes sur le plan technologique, sont importantes en termes de relations entre les puissances régionales, entre les puissances de rang mondial. Bref, il s'agit de comprendre quelque chose qui est une dynamique qui est évolutive et qui est porteuse de reconfiguration pour l'ordre international. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce séminaire sur la Méditerranée orientale a été lancé et qu'il est dirigé par Anthony Dabila. Il s'agit donc de comprendre dans finalement le voisinage de l'Europe les jeux, les enjeux des acteurs, les enjeux politiques pour l'Europe et au-delà de l'Europe de cette nouvelle situation. Donc, merci à tous ceux qui assistent à ce séminaire et qui vont l'enrichir par leurs questions. Merci bien évidemment et encore une fois à nos différents intervenants, aujourd'hui le professeur Marcoux. Et sur ces mots, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente séance de séminaire. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci Anthony. Bonjour donc professeur Jean Marcoux. Je vais vous présenter rapidement et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes professeur de sciences politiques à l'IEP de Grenoble où vous dirigez le département de relations internationales et où vous dirigez aussi le master Méditerranée et Moyen-Orient. Vous intervenez aussi à l'université de Grenoble. Vous avez écrit de nombreux ouvrages donc, sur la région de Méditerranée orientale dont vous êtes spécialiste. Notamment, vous avez écrit de nombreux ouvrages, articles consacrés à la Turquie, sur laquelle vous allez intervenir aujourd'hui. Les plus récents, que ce soit des ouvrages collectifs ou non, je citerai donc en 2019 la parution de la Turquie et ses nouveaux alliés. En 2008, la Turquie à l'heure de l'Europe. Vous avez aussi publié un ouvrage sur la Nouvelle-Égypte, idées reçues sur un pays en mutation en 2016. Vous avez publié récemment plusieurs articles encore consacrés aux différentes crises politiques et tensions relatives à cette région, notamment disons un article consacré à la Grande Méditerranée, les relations turco-irakiennes, de l'inconstance au ménage à trois, qui vient de paraître en 2021 dans la revue Confluence Méditerranée. Vous aviez publié en 2019 un article consacré aux dilemmes et ambitions de la Turquie en Méditerranée. Et vous aviez publié précédemment encore en 2017 les enjeux stratégiques et politiques de la nouvelle frontière
arabo-kurde de la Turquie et également dans la revue Politique étrangère, la Turquie en quête d'un nouveau positionnement au Moyen-Orient. Voilà, donc vous avez beaucoup travaillé sur les crises politiques de cette région et nous vous remercions vivement d'intervenir ce matin dans le cadre de ces séminaires qui visent justement à éclairer les enjeux stratégiques toujours en lien avec la profondeur des enjeux politiques et donc la connaissance des données sociologiques, historiques et des sociétés de cette région qui nous éclairent sur une crise dont Anthony a dit très justement tout à l'heure qu'elle devient l'un des points les plus chauds aujourd'hui de l'ordre international. Merci pour votre, votre conférence et donc bienvenue à l'IESD. Bien, eh bien écoutez, chers collègues, je vous remercie tout d'abord de votre invitation. C'est vrai que c'est une invitation qui vient d'une institution proche, qui est Lyon. Mais bon, dans cette région, effectivement, il y a deux pôles importants universitaires, Lyon et Grenoble. Et je vous remercie de votre présentation. Je retoucherai simplement une petite chose, c'est que je ne suis pas directeur du département des relations internationales, je suis en fait directeur du bureau aussi des relations internationales, c'est-à-dire que je suis un peu le ministre des Affaires étrangères de Sciences Po Grenoble par certains côtés. Alors, effectivement, en vous écoutant, je comprends aussi que vous êtes très intéressé par les problèmes de Méditerranée orientale. On aurait d'ailleurs pu consacrer toute une séance sur le rôle de la Turquie actuellement en Méditerranée orientale, et c'est ce que nous avons fait l'année dernière dans un numéro de la revue Diplomatie que j'avais dirigé, notamment sur le grand jeu gazier en Méditerranée orientale. Et vous savez d'ailleurs que ce grand jeu gazier se poursuit à l'heure actuelle en mer Noire, puisque la Turquie a découvert, effectivement, à l'occasion d'ailleurs de ce grand jeu gazier en Méditerranée orientale, un gisement de gaz en mer Noire, et qu'elle espère que ce gisement, qui est le plus gros gisement de gaz jamais découvert par la Turquie, va révéler de nouvelles ressources dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Mais pour l'heure, avant d'entamer mon intervention donc, sur les nouveaux enjeux stratégiques de la Turquie, j'attirerai votre attention sur l'actualité politique immédiate de la Turquie. L'actualité politique immédiate, c'est bien sûr, et on sait que les problèmes intérieurs et les problèmes extérieurs interagissent souvent, mais l'actualité politique intérieure à l'heure actuelle, ce sont bien sûr ces vidéos qui sont publiées par un mafieux réfugié dans les Émirats arabes unis, Sedat Peker, qui met en cause le gouvernement turc, enfin les gouvernements turcs même depuis les années 90, et en particulier le gouvernement de l'AKP, le ministre de l'Intérieur. Mais il y a un autre événement de ces dernières semaines qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers jours, c'est la découverte d'une pollution gigantesque de la mer de Marmara, une sorte de morve de mer qui s'est développée, et semble-t-il, le gouvernement n'a pas pris toute la mesure immédiate de l'ampleur de ce phénomène. Et avant-hier, Recep Tayyip Erdoğan enfin plus exactement hier, Recep Tayyip Erdoğan a expliqué qu'on allait nettoyer toute la Méditerranée, mais aujourd'hui, les partis d'opposition le mettent en cause en disant qu'il n'a pas pris la mesure de ce phénomène, alors même qu'en Turquie, les problèmes écologiques deviennent de plus en plus importants, et que tout ça se situe aussi dans un contexte qui est celui des prochaines élections qui doivent se tenir en 2023. Vous savez que le parti au pouvoir a connu une déconvenue en 2019 aux élections locales, en perdant la ville d'Istanbul et la ville d'Ankara, qui étaient des villes emblématiques de la montée au pouvoir des islamistes et par la suite de l'AKP. Et donc, tout ça
justement, tous ces problèmes qui s'accumulent, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont importants dans cette perspective parce que, effectivement, il y a ce problème de renouvellement des élections et ce problème de maintien d'un parti qui est déjà depuis près de 20 ans au pouvoir, et les sondages ne sont pas bons, qu'il y a eu ces élections locales difficiles pour l'AKP, et même que l'on dit que l'AKP n'attendrait pas 2023 pour organiser des élections et provoquerait des élections anticipées. En tout cas, je dirais que l'actualité est aussi une actualité internationale pour la Turquie. L'actualité internationale de la Turquie actuellement est importante avec un mois de juin qui est très chargé. Se prépare en effet un Conseil européen le 24-25 juin qui aura de l'importance pour la Turquie, notamment parce qu'elle tente de renouer avec l'Union européenne et de sortir de l'enlisement finalement dans laquelle elle s'est plongée depuis une dizaine d'années, notamment dans le déroulement de son processus de négociation avec l'Union européenne. Mais il y a aussi la deuxième conférence de la paix en Libye le 23 juin, on va en reparler dans cette conférence. Et puis, beaucoup plus immédiatement, il y a le 14 juin, en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles, une rencontre qui est très attendue parce que c'est la première rencontre face-to-face entre Recep Tayyip Erdogan et Joe Biden, et que manifestement, il y a beaucoup d'incertitudes sur la nouvelle phase des relations entre la Turquie et les États-Unis, entre la Turquie et l'OTAN, qui a été jalonnée par des événements, des indices, mais on attend, et en particulier la Turquie, les spécialistes, les éditorialistes attendent beaucoup de cette rencontre pour la première fois en face-to-face entre Recep Tayyip Erdogan et Joe Biden en marge du sommet de l'OTAN. Alors, je vais essayer de connecter mon PowerPoint en espérant que nous n'aurons pas trop de problèmes. Oui, alors, partager l'écran. Je crois qu'il faut que j'aille ici, avancer. Alors, je ne l'ai pas fait sur Zoom depuis un moment. Partager l'écran compte tenu de la caméra. Si je suis de base... Il faut que votre PowerPoint soit déjà ouvert dans sur votre ordinateur. Il faut qu'il soit déjà ouvert. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Et ensuite, vous pourrez le sélectionner. Voilà, là, il est ouvert. Alors, fichier, peut-être, il faut que j'aille, non? Microsoft Drybox, avance, portion d'écran, son de l'ordinateur. Il faut que vous alliez... Webinaire, voilà, je crois que j'y suis. Top 1, normalement. Voilà, je crois que j'y suis, non? Vous le voyez, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est très bien, merci. Très bien. Bon, donc, et l'avancement, oui, se fait ici. Parfait, parfait. Très bien. Voilà. Alors, je veux simplement, en introduction, faire un petit rappel sur la politique étrangère de Mustafa Kemal, plus exactement sur la politique étrangère de la Turquie. Pas simplement, bien sûr, celle de Mustafa Kemal. Rappel peut-être de manière très schématique de 4 phases. Vous voyez ici la première phase depuis la fondation de la République, donc après la fin de l'Empire ottoman en 1923. Politique de kémaliste, étrangère kémaliste qui a duré à peu près 1920 à 1946. C'est une politique d'indépendance nationale, hein, si on peut dire, marquée par cette, vous voyez, cette devise Yurtasul, Cihan Dasul, qui veut dire paix
dans le pays, paix dans le monde, appuyé sur le traité de Lausanne, donc, qui révise le traité de Sèvres après la Première Guerre mondiale, et également sur le traité de Montreux, dont on reparle régulièrement, 1936, donc une politique d'indépendance nationale qui vise à ne pas impliquer la Turquie dans les conflits internationaux. Bon, il y a eu un tournant après la Deuxième Guerre mondiale, et ce tournant, c'est celui au contraire de l'engagement de la Turquie dans un bloc, parce qu'elle craignait l'Union soviétique et qu'elle a négocié sa position stratégique. J'aime bien cette carte qui, de ce point de vue-là, est très très claire. Le seul pays de la mer Noire à n'être pas dans le bloc de l'Est, dans le bloc communiste, tenant les détroits, donc une position stratégique, seul pays à avoir d'ailleurs une frontière commune avec l'Union soviétique, avec la Norvège, seul pays de l'OTAN à avoir une frontière commune, à avoir cette frontière commune avec l'Union soviétique. Donc, c'est un peu la Turquie du monde post-bipolaire, la politique étrangère du monde post-bipolaire. Bon, pas toujours vraiment d'ailleurs alignée exactement sur les États-Unis, on pourra y revenir, mais politique quand même de bloc, auquel a succédé une politique post-bipolaire, si j'ose dire, dont l'aspect le plus marquant dans cette politique post-bipolaire a été à partir de 2007-2010, et on peut le dire jusqu'à 2013, bon, peut-être même 2015-16, ce qu'on a appelé la politique du zéro problème avec les voisins, qui était cette politique du ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre de l'AKP, Ahmed Davutoglu, que vous voyez ici avec Catherine Ashton et avec l'émir du Qatar, était une politique de bon voisinage basée sur le rôle de la Turquie, rôle régional de médiation, et sur une politique multidimensionnelle, où on voyait la Turquie, finalement, que c'était un pays un peu arc-bouté sur une relation occidentale aux portes de l'Orient, eh bien, s'ouvrir à l'international, s'ouvrir au monde global. Et je dirais que cette politique a décliné à partir de 2012-2013, a culminé au moment des printemps arabes, où on parlait du modèle turc, même pour les pays arabes en révolte, et elle a laissé place en fait à une politique, ce que j'appellerais une politique du grand écart, qui est une politique qui finalement s'est appuyée sur des convergences avec de nouveaux amis, en particulier la Russie, l'Iran, et tout en tentant de maintenir des relations avec les anciens alliés, politique du grand écart qui a marqué notamment depuis le coup d'État de 2016, depuis cette convergence dans le cadre du processus d'Astana de la Turquie, de la Russie et de l'Iran, qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre. On voyait une Turquie finalement prise entre ces nouvelles convergences et puis ces alliances anciennes. C'est ce sur quoi je vais revenir dans ces deux premières parties, avant de voir quels sont les enjeux contemporains, finalement, dans une troisième partie, quels sont les défis contemporains. Vous voyez ici, d'ailleurs, cette démarche. Et donc, lien établi avec de nouveaux amis qui ne sont pas de vrais alliés, je dirais bien sûr, tout d'abord, on pense à la Russie, et notamment à ce rapprochement entre la Russie et la Turquie. Elle s'est, bien évidemment, elle a éclaté, si j'ose dire, à la face du monde en 2016-17 en particulier, avec le processus qu'on a appelé le processus d'Astana dans le conflit syrien, qui a rassemblé la Russie, l'Iran, la Turquie, c'est-à-dire des pays qui n'étaient pas en accord, qui n'étaient pas du même bord dans le conflit syrien, et qui en même temps, finalement, trouvaient des terrains d'entente régionaux, ce qui leur permettait d'ailleurs de gérer ce conflit, de prendre la main sur le conflit en excluant finalement les autres puissances, et notamment
les puissances et pays occidentaux. Mais en réalité, cette relation, quand on regarde bien, elle s'est construite entre la Turquie et la Russie depuis la fin du monde bipolaire, même avant même la fin du monde bipolaire, avec les questions énergétiques, l'approvisionnement en gaz de la Turquie par du gaz russe notamment, l'augmentation des échanges économiques, le développement finalement d'un corridor gazier méridional, où on voit une coopération entre la Turquie et la Russie, la coopération dans le domaine nucléaire avec la centrale nucléaire d'Akkuyu, qui est construite à l'heure actuelle par la Russie, et puis même une coopération militaire avec l'achat d'armes sensibles par la Turquie, en particulier missiles de défense aérienne S-400. Comme je le disais, cette politique, c'est, vous voyez ici, des S-400 russes. Cette politique, c'est également accompagnée d'une convergence avec l'Iran, bon, même si concrètement les relations turco-iraniennes sont des relations complexes et souvent inégales. On dit souvent ni amis ni ennemis, parce que la Turquie et l'Iran ne se sont pas affrontés depuis le XVIIe siècle. Leur frontière est extrêmement ancienne, mais qu'en même temps, il n'y a jamais eu vraiment une convergence confiante. Là encore, on observe que cette convergence contemporaine, elle s'est construite aussi sur des éléments plus fonctionnels, l'accroissement des échanges commerciaux, et ce, malgré l'embargo décrété dans le cadre du conflit nucléaire, le fait que l'Iran est aussi un partenaire énergétique très important pour la Turquie, il permet de diversifier ses approvisionnements, notamment en gaz, mais aussi il est important dans le domaine pétrolier, il a été important dans le domaine pétrolier. Le développement du tourisme aussi, comme d'ailleurs il y a un tourisme russe très important en Turquie, mais il y a aussi un tourisme iranien en développement dans le sud-est de la Turquie. Et bon, c'est une relation, à l'heure actuelle, on pourra en reparler, qui est quand même chahutée par les derniers développements des dernières semaines. L'Iran vit très mal, notamment la présence militaire turque de plus en plus importante dans le nord de l'Irak, en Syrie bien sûr, et dans le nord de l'Irak. Et tout ça inquiète l'Iran. On a noté ces dernières semaines, notamment des indices quelque peu conflictuels. Alors, un des autres, effectivement, de ces nouveaux amis de la Turquie, encore que c'est un ami là aussi qui avait déjà montré des signes de bienveillance depuis un certain temps. On peut même remonter à l'Empire ottoman, mais surtout dans les années 2000, on avait vu une convergence, d'ailleurs à l'époque turco-qatari-française, à l'époque de la présidence Sarkozy, notamment pour faire revenir la Syrie dans le concert international. En réalité, on a noté au cours des dernières années de nombreuses convergences stratégiques dans la crise syrienne, dans la crise du Golfe, en Afrique, face à l'Égypte, en Libye. Une convergence finalement après les printemps arabes, notamment un soutien du Qatar et de la Turquie aux islamistes proches des frères musulmans, le fait qu'il y ait une base aussi au Qatar, une base turque, une accélération des échanges économiques, puis des services que se sont rendus le Qatar et la Turquie. On a noté notamment le soutien très fort du Qatar à Recep Tayyip Erdogan au moment de la tentative de coup d'État de 2016, et le soutien également économique du Qatar lorsque la crise économique en Turquie s'est approfondie en 2018. On a noté également un soutien fort de la Turquie au moment de la crise du Golfe, lorsque le Qatar
a subi un embargo des autres pays du CCG, et en particulier de l'Arabie saoudite et des Émirats. Voilà, donc ces nouveaux amis, mais parallèlement, à côté de ces nouveaux amis, de ces nouvelles convergences souvent régionales, parfois un peu ponctuelles, parfois un peu contestées, la Turquie a essayé de maintenir sa relation avec ses vieux alliés. Bien sûr, le premier d'entre eux, c'est la Russie, ce sont les États-Unis, pardon. Premier d'entre eux, ce sont les États-Unis, et bien évidemment, depuis la fin de la période Obama, on a noté une suite de désaccords en série avec les États-Unis. Ces désaccords, d'ailleurs, qui sont assez structurels, qui sont des désaccords qui se sont manifestés à l'occasion de la crise syrienne, bien que la Turquie et les États-Unis aient été du même côté au départ. On a une série de problèmes de fond entre les États-Unis et la Turquie qui tiennent aux relations bilatérales, notamment conflits politiques au moment du coup d'État et le refus d'extrader Fethullah Gülen, qui se trouve toujours aux États-Unis et qui est considéré comme le responsable du coup d'État de 2016, est un problème permanent qui est évoqué par les responsables des deux parties lorsqu'il s'agit de restaurer leurs relations. On a eu une série de litiges judiciaires, notamment un banquier turc qui a été emprisonné plusieurs années aux États-Unis, l'affaire du pasteur Bronson, des emprisonnements. D'ailleurs, Metin Topuz, qui est un ancien employé du consulat des États-Unis à Istanbul. Surtout, alors bien sûr, un élément de conflit, c'est ce soutien américain aux Kurdes en Syrie, en particulier aux YPG en Syrie, qui sont les Kurdes syriens qui tiennent les zones kurdes dans le nord-est de la Syrie. Mais plus grave, l'achat de missiles russes S-400 qui ont entraîné une exclusion de la Turquie du programme F-35. Elle devait acquérir une centaine de ces nouveaux avions. Alors, néanmoins, ces difficultés fortes, bilatérales, structurelles, stratégiques, ont été sauvées au cours de la dernière présidence par une convergence, une sorte de relation personnelle que vous voyez ici s'illustrer sur cette photo entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan. Bon, convergence faite de populisme, notamment. Recep Tayyip Erdogan avait salué la victoire de Donald Trump en expliquant que finalement, comme en Turquie, les élites ne supportaient pas la victoire d'un homme qui avait été soutenu par le peuple, en quelque sorte, donc discours populiste, convergence populiste. Et tout ça a équilibré cette relation dans la précédente présidence. Vous voyez ici, effectivement, l'un des nœuds de la discorde. Il sera probablement lors des contacts entre Joe Biden et Recep Tayyip Erdogan. Ce sont effectivement les Kurdes et la présence de troupes spéciales américaines qui ont aidé finalement les Kurdes syriens du YPG. Bien sûr, c'est aussi cette tentative de maintien avec ses vieux alliés, c'est l'éternelle candidature de la Turquie à l'Union européenne. Je rappelle là quelques dates. Je rappelle que 16 chapitres sur 35 ont été ouverts en 15 ans et que désormais, il n'y a plus de chapitre ouvert en 2016, encore le dernier, depuis 2016, et encore le dernier, il avait été dans des conditions un petit peu particulières. Il y a de mauvais rapports d'évaluation actuelle chaque année. On frise un peu l'incident diplomatique lors du rendu des rapports d'évaluation de l'Union européenne. Avec cela, et notamment avec le grand jeu gazier en Méditerranée orientale, on a désormais à nouveau de mauvaises relations avec la Grèce, Chypre, même si elles essayent de se stabiliser ces derniers temps, et même avec la France.
On l'a bien vu, pas seulement à cause de la Méditerranée orientale, mais à cause notamment de la loi sur le séparatisme. Hein. Mais la candidature est maintenue et la Turquie, notamment, se considère toujours comme candidate. Je dirais que les enjeux actuels de cette relation, c'est l'actualisation de l'accord d'union douanière signé en 1995 entre la Turquie et l'Union européenne, qui est très important économiquement pour la Turquie, et le renouvellement du pacte migratoire de 2016, qui prévoit notamment une intervention de la Turquie pour bloquer les flux de réfugiés finalement sur son territoire, et pas seulement d'ailleurs de réfugiés syriens, et bien évidemment un financement aussi de l'Union européenne à l'accueil des réfugiés syriens. C'est en fait un accord important d'ailleurs à la fois pour l'Union européenne et pour la Turquie. Mais on pourra revenir bien sûr sur tous ces aspects. Alors, j'en viens justement, et on pourra revenir bien sûr sur la Méditerranée orientale. J'en viens donc pour terminer, parce que je crois que je n'ai qu'une demi-heure et que je ne suis pas loin d'avoir épuisé mon temps, aux défis actuels. Hein. Défis actuels, le premier défi, c'est l'implication militaire de la Turquie en Syrie. Hein. C'est une intervention qui a bien marqué l'évolution de la politique étrangère turque. Je parlais tout à l'heure schématiquement, hein, finalement, de ces différentes phases de la politique étrangère turque. Et malgré tout, la politique étrangère turque, en dépit de son évolution, de l'entrée de la Turquie dans le bloc occidental, il y avait finalement cette idée qui remontait à la période kémaliste, c'est qu'on ne s'impliquait pas dans les conflits qui nous entouraient. Si vous regardez de près, d'ailleurs, la Turquie ne s'est pas impliquée, par exemple, militairement dans la guerre du Golfe. Elle a ensuite, même en 2003, refusé d'autoriser les troupes américaines d'ouvrir un deuxième front pour attaquer l'Irak dans la guerre de l'Irak contre Saddam Hussein. Donc, il y avait là une culture de la non-intervention, de la non-implication. Or, depuis 2016, on a vu 4 interventions, en particulier 4 interventions dans le nord de la Syrie, une intervention à Idlib en 2020. Ces interventions sont motivées par la crainte de voir se créer véritablement une sorte de zone kurde autonome durable ou d'État kurde en Syrie, un petit peu comparable à celui qui existe dans le nord de l'Irak, avec lequel pourtant là, la Turquie a d'excellentes relations, on pourra y revenir. Et il y a actuellement un positionnement complexe de la Turquie et des États-Unis qui sont du même côté, c'est-à-dire contre Bachar al-Assad, mais en même temps qui ne sont pas, du fait de cette question kurde, sur la même longueur d'onde dans ce conflit syrien. Actuellement, il y a quand même, depuis 2020, une position difficile de la Turquie, en particulier dans la zone d'Idlib, alors même que le régime syrien et la Russie tentent ou aimeraient la voir partir. Effectivement, elle s'est accrochée sur cette zone et on voit bien que là, il peut y avoir, comme ça avait été le cas l'année dernière, il peut y avoir des éléments de conflit, notamment avec la Russie. Vous voyez ici une carte qu'on pourra utiliser. L'autre sujet, il est sur la table parce qu'il va y avoir cette deuxième conférence de la paix à Berlin le 23 juin. C'est la place de la Turquie dans le conflit libyen. Ce conflit qui concerne la Méditerranée orientale parce que cette convergence avec le gouvernement de Tripoli, enfin en tout cas avec une partie des belligérants dans la guerre civile libyenne, dans cette deuxième guerre civile libyenne, c'est non seulement un accord militaire, mais ça a été un accord maritime turco-libyen qui a permis à la Turquie d'ailleurs de contre-attaquer en quelque sorte dans ce grand jeu gazier de la Méditerranée orientale. Et c'est la raison pour laquelle
non seulement en raison de son influence en Afrique et en Afrique orientale, mais aussi pour sauver son influence en Méditerranée orientale, que la Turquie a déployé des troupes pour soutenir en fait le gouvernement de Tripoli, qui était en difficulté, et même lui permettre de reprendre les choses en main et de lancer une contre-offensive, ce qui bien sûr oppose sur cette région la Turquie au bloc des pays arabes sunnites conservateurs, l'Arabie saoudite, mais également ses alliés, les Émirats, l'Égypte, et même la Russie, même s'il y a une tentative de reproduction du processus d'Astana en Libye, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, mais on se met d'accord pour essayer d'expulser du conflit les autres puissances. Actuellement, vous savez qu'en Libye, on est en pleine négociation. S'est mis en place un nouveau gouvernement d'union nationale d'Abdelhamid Bébé et on espère une transition. On espère également que pourront se tenir à la fin de l'année des élections présidentielles et législatives le 24 décembre 2021, mais en même temps, on ne sait pas très bien quel jeu va jouer la Turquie dans cette affaire. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, la conférence de Berlin risque d'être éclairante ou elle ne le sera pas. Et pour le coup, tout cela ne serait pas très favorable à un bon règlement de ce conflit, un véritable règlement de ce conflit d'ici la fin de l'année 2021. Vous avez là une carte qui a été publiée. Je précise d'ailleurs que j'ai écrit un article dans la revue Moyen-Orient dont est extrait cette carte sur la politique libyenne de la Turquie. C'est l'avant-dernier numéro de Moyen-Orient. Voilà cet accord maritime de délimitation de zone économique exclusive de part et d'autre, qui est bien sûr contesté par la Grèce, mais qui effectivement permet à la Turquie de tirer une sorte de corridor entre, d'une certaine manière, la mer Égée et de l'autre côté, la Méditerranée orientale. Dans ce conflit, la Turquie s'est aussi illustrée, comme elle s'est illustrée d'ailleurs dans d'autres conflits, en Syrie, mais aussi dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Caucase, par son exportation et son utilisation de drones. Et c'est actuellement un vecteur aussi de l'influence turque. On pourra en reparler, bien sûr, si vous le désirez. Alors, un autre enjeu à l'heure actuelle qu'on a vu se dessiner ces dernières semaines, c'est la restauration des relations avec le monde arabe. Ces relations s'étaient beaucoup améliorées dans le cadre de la politique du zéro problème avec nos voisins de Ahmed Davutoglu, également au moment des printemps arabes, mais depuis la fin des printemps arabes, elle s'est considérablement détériorée. Les relations turco-égyptiennes, en particulier depuis 2013, sont très mauvaises. Les relations turco-qataries, pareil. Il y a une vraie concurrence en Libye, également en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, au Soudan. Donc, il y avait eu des tentatives à un moment de la Turquie de se rapprocher de l'Arabie saoudite, notamment en 2015-2017. Mais très clairement, cela avait échoué. Et lors de la crise qatari, je dirais que ce conflit entre la Turquie et ce bloc des pays arabes sunnites a culminé, puisque la Turquie, avec l'Iran, a soutenu le Qatar contre l'Arabie saoudite et ses alliés, qui a également une rivalité turco-saoudienne au sein de l'organisation de coopération islamique. Alors, néanmoins, est-ce que, je dirais, l'élection de Joe Biden change quelque chose, est en train de faire bouger les lignes de ce point de vue-là? On observe qu'il y a une fin de l'embargo, justement, de l'Arabie saoudite et ses alliés sur le Qatar depuis le mois de janvier dernier. Et surtout, on a observé, j'ai écrit d'ailleurs un article dans la revue Orient 21 dernièrement, on observe l'esquisse, en quelque sorte, d'un rapprochement entre la Turquie et l'Égypte
c'est-à-dire probablement le pays de ce bloc pays arabe sunnite avec lequel la Turquie a eu la relation la plus difficile au cours des dernières années. Alors, tout ça amène aussi maintenant à parler des grandes puissances. Quel avenir pour le grand écart avec la Russie? Bon, on a toujours ces convergences antinomiques, notamment pour exclure les Occidentaux en Syrie, en Libye, dans le Caucase. Surtout, on a vu spectaculairement la Turquie et la Russie finalement, ou en tout cas la Russie d'une certaine manière, offrir un strapontin à la Turquie pour stabiliser ce conflit du Caucase. On a malgré tout sur ces conflits, et en particulier en Syrie, en Libye, des désaccords qui sont aussi potentiels. Et puis on a des désaccords réels, je le disais tout à l'heure sur Idlib. On a également des désaccords réels en Europe orientale, où la Turquie soutient bec et ongle l'Ukraine, avec laquelle elle a une coopération militaire, notamment dans le domaine des drones. Et les drones turcs achetés par l'Ukraine ont même été récemment déployés dans le Donbass. Donc des désaccords réels. La question qui s'est posée, on a bien senti un petit peu bouger les lignes ces dernières semaines, puisque la Russie a finalement suspendu ses vols sur la Turquie pour des raisons sanitaires. Il est vrai que la deuxième vague et les variants ont créé une situation difficile en Turquie, mais on a senti aussi que cette suspension des vols était une manière pour la Russie d'adresser des avertissements à la Turquie, parce qu'effectivement, cela conditionne la saison touristique, la prochaine saison touristique, et les Russes sont la première population touristique désormais en Turquie. Voilà, et donc je termine bien évidemment par les relations avec les États-Unis, et notamment ce que l'on peut attendre de cette première rencontre face-to-face entre Biden et Erdogan. Biden et Erdogan, il faut le dire, sont des acteurs qui se connaissent bien. Pourquoi? Parce que Biden est souvent intervenu à l'époque dans la politique étrangère des États-Unis pour représenter le président Obama lorsqu'il était vice-président, et notamment déjà à l'occasion de dossiers compliqués en Syrie. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de ces relations, plus exactement de cette prochaine rencontre? Il y a bien sûr les relations bilatérales, notamment la présence de Fethullah Gülen. En réalité, le fait que Recep Tayyip Erdogan pense que de près ou de loin, les États-Unis étaient impliqués dans la tentative de coup d'État de 2016. Il y a bien sûr et surtout le soutien américain aux Kurdes syriens. Il y a notamment, en particulier dans le cadre de l'OTAN, cette acquisition de S-400 par la Turquie, et notamment l'avenir de la Turquie dans le programme F-35, ce qui supposerait, si elle en était définitivement aussi exclue, notamment le règlement du contrat et de la non-exécution du contrat. Donc il y a là potentiellement aussi des affaires qui sont difficiles à régler. Également, je dirais, et indirectement les relations turco-européennes, et en particulier le positionnement des États-Unis dans le conflit en Méditerranée orientale, et notamment la position qu'auront les États-Unis à l'égard de la Turquie en Méditerranée orientale. Bien sûr, les relations turco-arabes, on peut se dire que finalement le printemps dont je parlais tout à l'heure et l'amorce de restauration de relations entre la Turquie et l'Égypte, entre la Turquie et l'Arabie saoudite, est aussi probablement une des conséquences de l'avenue de Joe Biden au pouvoir. Mais est-ce que cette amorce va être confirmée et comment va-t-elle se poursuivre?
on voit effectivement que la Turquie essaye à nouveau de se positionner comme un pays potentiellement intéressant pour l'OTAN. Elle n'arrête pas, la presse pro-gouvernementale actuellement n'arrête pas de souligner l'importance de la Turquie pour l'OTAN, et en particulier chaque fois qu'il y a une déclaration d'un responsable de l'OTAN ou d'un responsable occidental sur l'importance stratégique de la Turquie pour le bloc occidental, les réactions ou les déclarations de ces responsables occidentaux sont notées et sont mises en exergue par les éditoriaux. Et en particulier, il y a à l'heure actuelle finalement ce rôle que va jouer ou qu'essaye de jouer la Turquie dans la fin de la présence de l'OTAN en Afghanistan, puisque la Turquie doit se maintenir. D'une part, elle devait organiser une conférence à Istanbul avec les différents acteurs de la guerre, enfin du conflit afghan. Bon, elle n'a pas pu le faire parce que, pour des raisons politiques, cette conférence à Istanbul n'a pas pu avoir lieu, mais en même temps, on voit qu'elle va jouer un peu les arrière-gardes, puisqu'elle va rester à l'aéroport de Kaboul, et que cette présence turque, d'ailleurs, sera financée par l'OTAN. Donc, peut-on attendre? À quoi peut-on s'attendre? Peut-on s'attendre à un réchauffement des relations turco-américaines en dépit des problèmes qui restent posés sur la table? On a observé quand même, finalement, vous savez que Joe Biden, le 24 avril, lors de la commémoration du génocide arménien, a osé prononcer le mot de génocide, ce qui n'était jamais arrivé auparavant de la part d'un président américain. Et ce qu'on a noté, c'est que bien évidemment la Turquie a réagi, mais finalement, elle n'en a pas fait un casus belli, et elle a, compte tenu de ce qu'on avait pu voir auparavant, plutôt réagi de manière nuancée. Et donc, notamment, on a quand même l'impression que la Turquie, à l'heure actuelle, veut rétablir ses relations avec les États-Unis, en tout cas rééquilibrer sa relation avec les États-Unis dans ce grand écart dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la question qui est posée, c'est aussi, est-ce que dans ce cadre-là, si la Turquie rétablit des relations avec les États-Unis, est-ce qu'elle pourra maintenir cette position de grand écart, maintenir cette ambivalence de ces relations entre des partenaires régionaux avec lesquels elle essaye de s'entendre et finalement ces grandes alliances fondamentales? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vois que j'ai été un petit peu long, et je reste bien sûr disponible pour toutes vos questions. Merci, M. Marco, pour votre intervention. Je propose qu'on prenne directement plusieurs questions. Oui, alors on va laisser les auditeurs prendre la parole et essayer peut-être de demander quelques précisions au professeur Marcoux, peut-être Voilà, si dans vous la continuité des exprimez, discussions que peut-être nous avons mieux eues. d'ouvrir votre caméra, si vous le pouvez. Sinon, bon, on se débrouillera sans. Et vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat de conversation. Alors, en attendant que... Ah, voilà. Donc, il y a déjà une première question de M. Pavie. Alors, M. Pavie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Bonjour, professeur Jean Marcoux. Écoutez, c'est assez rare d'avoir la chance de pouvoir résumer ce qui s'est déroulé sur l'actualité étrangère de la Turquie, parce que c'est très dense, et il y a beaucoup d'allées et venues, beaucoup d'interrogations, et c'était très enrichissant, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir et revoir. Moi, j'avais une interrogation, parce que j'ai le sentiment que
que la politique étrangère turque, notamment depuis que la crise économique s'est cristallisée en Turquie, que la Turquie cherche à bander les muscles, à montrer les muscles pour essayer de masquer la crise économique qui sévit dans le pays. Mais c'est aussi pour dire que j'ai le sentiment que les plusieurs fronts, entre guillemets, qui ont été ouverts, pour essayer de résumer, c'est que j'arrive pas à comprendre dans quelle mesure on peut dire que la Turquie allait faire des élections anticipées, parce que j'ai l'impression que déjà la crise économique ne peut, si la pandémie puisse s'estomper, que la crise économique puisse au moins avoir des perspectives pour être jugulée. Et d'autre part, que les fronts qui ont été ouverts à l'étranger, j'ai le sentiment que c'était, alors peut-être pas à perte, mais que tout n'a pas été fait, que tout n'a pas, les objectifs n'ont pas tous été atteints. Je m'explique. Sur l'Azerbaïdjan, par exemple, on a un peu le sentiment que c'est entre guillemets la Turquie qui a fait le sale boulot, c'est-à-dire avec les drones, etc., et que c'est la Russie qui a un petit peu récupéré toutes les billes, notamment pour contrôler un petit peu l'accord qui a été fait. Sur la Libye, vous l'avez dit, c'est en cours de négociation, donc on ne sait pas du tout dans quel sens le jeu va pouvoir se rétablir. Avec la Grèce, bon, là, ça a été c'est un statu quo. Là, ça n'a pas du tout avancé. Ça n'a fait que rouvrir des nouvelles tensions. Et sur la Syrie, l'objectif de faire une zone tampon, ça n'a pas totalement été réalisé. Donc, c'est pour dire, c'est que, est-ce que, professeur, à votre sens, c'est que les dernières, voilà, ces fronts qui ont été ouverts, puis cette tentative de revenir à des anciennes alliances dont les personnes maintenant ne sont plus dupes, sur la volonté que, retendre la main aux États-Unis, apaiser les relations avec la France, comme on l'a vu en début de semaine, et l'Union européenne, c'est plus par la volonté de la Turquie. C'est moins une volonté de se faire moins d'ennemis, moins de personnes sourcilleuses, notamment par la volonté de M. Davutoglu, mais c'est plutôt une volonté, entre guillemets, d'endiguer, d'éviter une nouvelle étincelle qui serait de nature à aggraver encore la crise économique. Je me souviens quand j'étais en Turquie, à l'époque où Donald Trump, en 2 tweets, il avait affolé la monnaie locale en disant qu'il allait augmenter les taxes de 40% sur l'acier. En 2 tweets, il avait affolé l'économie. Donc, l'Union européenne et les États-Unis savent très bien, entre guillemets, qu'ils ont un levier, je dirais, assez malsain, qu'ils peuvent jouer sur cette fibre économique. Donc, voilà, c'est ça ma question. Est-ce que vous avez le sentiment que ces revirements, ce retour à l'apaisement est plutôt mué par une volonté de restauration économique interne et non pas un retour à la doctrine, entre guillemets, Davutoglu? Désolé si j'étais un peu long. C'est une très bonne question, puisqu'on peut effectivement douter de la sincérité de cet apaisement après une période de tension aussi. Tout à fait. Je réponds tout de suite ou oui, c'est le mieux, je pense, de faire un échange direct. D'accord. Oui, alors vous évoquiez effectivement cette intervention, ce qui était assez impressionnant l'année dernière, hein, c'est qu'en dépit de la crise de l'épidémie, finalement, la politique étrangère turque n'a pas donné le sentiment d'être gelée, puisqu'il y a une sorte de série d'offensives, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit par la suite dans le Caucase, où d'ailleurs la Turquie a donné l'impression finalement de réussir des coups. Et l'impression que j'ai, oui, c'est effectivement qu'elle a réussi des coups tactiques un peu spectaculaires. Et de ce point de vue-là, il faut savoir que Recep Tayyip Erdoğan, en politique intérieure, est un tacticien né. Il a beaucoup joué sur des effets tactiques de ce type.
En même temps, je crois que lorsqu'on regarde tous ces coups tactiques de l'an dernier, sur tous ces fronts, on ne comprend pas très bien quelle est la stratégie globale de la Turquie. Et on s'aperçoit au contraire que finalement, vous savez, c'est comme ces leaders, la France qui, après la retraite de Russie, gagnait les batailles de la bataille de France, mais en réalité reculait et était définitivement vaincu en quelque sorte. Alors, on avait plutôt l'impression qu'au bout du compte, quand on fait le compte, d'un grand isolement de la Turquie, finalement, relation malgré tout, oui, avec la Russie, mais comme je le disais, pas toujours très confiante, opposition avec certains pays de l'Union européenne, bon, certes, peut-être pas la majorité, mais enfin, des pays importants comme la France. Bon, et puis finalement également dans un isolement, bien sûr, vis-à-vis des États-Unis. Et ce point de vue-là, autant il y a eu une sorte de relations très personnelles et très spectaculaires entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, autant il y a eu une fin du mandat qui s'est mal terminée avec Mike Pompeo. Il faut dire aussi que la Turquie elle-même préparait la présidence Biden, et donc si elle n'a pas reçu Mike Pompeo comme il a pu l'être dans d'autres pays, eh bien, je crois que ça tenait au fait aussi que la Turquie préparait la suite. Donc, effectivement, il y a un peu ce problème de la ligne directrice de cette politique étrangère, d'autant plus que c'est une politique étrangère avec des interventions militaires qui coûtent cher, dans un contexte politique, on l'a dit, où il y a des élections, mais également dans un contexte intérieur qui est difficile socialement, du fait de l'économie, mais aussi du fait de la pandémie, mais aussi pour des raisons économiques structurelles. Donc tout ça, on le voit, a inquiété beaucoup l'opinion publique en Turquie. Je me souviens des réactions quand on a appris que l'Ukraine déployait finalement des drones dans le Donbass, les gens quand même, beaucoup de gens réagissaient négativement parce qu'ils se disaient mais où on va quoi? Où on va? On lance finalement des coups, et ces coups à terme peuvent être très difficiles, que ce soit sur le plan économique, que ce soit même sur le plan politique et stratégique. Donc effectivement, bon, il y a ce problème. Alors je pense aussi que ce qui explique, je dirais, le changement de pied de la Turquie un peu depuis la présidence Biden, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la France, que ce soit face à la Russie également. On l'a vu lorsque Recep Tayyip Erdogan a reçu en grande pompe le président ukrainien Zelensky. Je crois aussi que ça tient aussi à un changement global qui se profile, qui est aussi celui de cette Cold Tech War, c'est-à-dire cette nouvelle guerre froide technologique, où on a une polarisation plus forte au niveau international, et justement où la Turquie peut-être se rend compte que avec cette polarisation plus forte au niveau international qui se dessine, finalement un bloc occidental qui est à nouveau en train de se rassembler, finalement, de l'autre côté cette convergence russo-chinoise, il sera beaucoup plus difficile d'avoir une politique du grand écart, au risque que ce grand écart soit fatal. Et donc, il va falloir finalement, de ce point de vue-là, changer de pied. Donc, il y a des raisons peut-être plus stratégiques, plus structurelles dans cette position turque. En tout cas, on sent qu'il y a finalement la volonté de se positionner dans cette nouvelle phase. Alors merci. Il y a à présent mademoiselle Elisa Dominguez dos Santos qui posait
une question, et ensuite Philippine Rafano, et enfin Aurélien Denisot, à qui je laisserai la parole. Alors, mademoiselle Dominguez. Alors, on ne vous entend pas. Il faut que vous activiez votre micro. Oui, merci beaucoup, madame. Madame. Merci beaucoup pour votre exposé très clair et cette discussion vraiment passionnante. Moi, je me posais une question sur la politique étrangère turque vis-à-vis du continent africain. En Afrique, on a vu que la Turquie était rentrée plutôt par la Somalie, qu'aujourd'hui, elle était très présente en Libye. Mais aussi, on peut constater une sorte d'avancée vers l'ouest, notamment via le Sahel. Elle a annoncé un financement de la force G5 Sahel. Il y a eu des récents accords avec le Niger qui laissent à penser qu'il y aurait éventuellement une base qui pourrait être installée pour sécuriser ses activités en Libye. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette avancée de la Turquie dans la zone sahélienne. Est-ce qu'on peut s'attendre à un engagement sécuritaire plus grand, notamment au regard de la rivalité franco-turque? Est-ce que la présence française dans cette zone peut avoir un impact sur la motivation de la Turquie à s'y développer? Et est-ce que, par exemple, avec le retrait, temporaire ou pas, de la France au Mali, est-ce que c'est éventuellement des portes d'entrée pour la Turquie dans cette région? Merci beaucoup. Eh bien, oui, je crois que vous soulignez quelque chose d'important, hein. Alors, la Turquie était très présente ces dernières années dans la Corne de l'Afrique, effectivement à l'est de l'Afrique. Ceci dit, il y a en réalité, c'est finalement depuis le début du millénaire, hein, qu'on assiste à une construction d'une présence politique, économique, aérienne, humanitaire, hein, de la Turquie en Afrique subsaharienne, hein, qui est importante, qui s'est fait d'ailleurs par des voies assez multiples, hein. Notamment, on parlait tout à l'heure de Gülen. L'un des vecteurs du développement de la présence de la Turquie en Afrique, ça a été le mouvement Gülen, hein, à l'époque où justement le mouvement Gülen était un vecteur du développement de l'AKP, notamment de sa conquête véritable de l'État. Mais le mouvement Gülen a également joué un rôle sur le plan international et en Afrique, avec notamment les fameuses écoles Horizon, hein, que la Turquie a repris en main depuis, mais qui montre bien l'ampleur de l'enjeu à l'heure actuelle de la présence turque en Afrique. Donc, oui, vous avez raison de dire qu'il y a effectivement désormais, on le sent bien depuis plusieurs années, enfin, si vous voulez, cette présence turque, on la voit notamment en Afrique aussi par le nombre de visites de haut niveau, hein, presque. Alors, bon, ces derniers mois, il n'a pas tellement eu le temps de le faire, et avec l'épidémie, avec les problèmes locaux, mais Recep Tayyip Erdogan fait depuis plusieurs années sa tournée en Afrique pratiquement toutes les années, quand il n'y va pas deux fois, hein. Donc, et ces derniers temps, et notamment, il me semble, la dernière tournée avait plutôt été une tournée occidentale, hein. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, et ce qui est intéressant, c'est que le conflit dont on parlait entre la Turquie et les pays arabes sunnites, il s'est exporté en fait en Afrique, quand on regarde en Somalie, quand on regarde au Soudan, hein, également, derrière le coup d'État contre Omar al-Bashir, il y a bien sûr la volonté, hein, des pays sunnites de reprendre en main un pays qui était en train de leur échapper. Pensez à l'Égypte, hein, le Soudan qui est l'arrière-cour ou considéré par l'Égypte à tort, à raison, comme son arrière cours qui était de plus en plus pénétré par la Turquie, c'était absolument insupportable, hein. Turquie qui soutient également l'Éthiopie, donc il y a un jeu effectivement très important dans l'est de l'Afrique à l'heure actuelle. Mais on voit bien que la Turquie également
ces dernières années, s'intéresse de très près à l'Afrique occidentale, là encore par une coopération qui est multiple, hein, qui n'est pas simplement purement diplomatique, mais qui se base aussi sur des fondements économiques, culturels. On le voit au moment du Ramadan, un soutien également à la fois par des organisations religieuses, mais en même temps l'implantation de mosquées, d'une grande mosquée dans des pays qui ne sont pas forcément musulmans. Donc il y a là, et la Turquie qui tient aussi souvent en Afrique une sorte de discours néo-tiers-mondiste, hein, rappelant le rôle colonial des pays occidentaux, et se présentant finalement, elle essaye de se présenter comme un acteur nouveau qui n'a pas de passé colonial et qui en même temps n'est pas un prédateur économique comme la Chine. Hein, c'est un petit peu ça. Effectivement, bon, quel rôle peut jouer la Turquie en Afrique? C'est vrai que pour l'instant, on l'a plutôt vu ces derniers mois se positionner en rival, notamment des Occidentaux, et en rival de la France. Hein. On se souvient l'année dernière, quand il y a eu le coup d'État au Mali, le ministre des Affaires étrangères turc s'est déplacé, hein, justement ostensiblement, et c'était au moment aussi du conflit avec la France. Est-ce que c'était un positionnement de fond, ou est-ce que c'était là pas un petit coup tactique aussi pour donner un petit coup de plus à la France là où ça faisait mal? C'est possible. En gros, il y a deux positions de la Turquie. C'est que soit elle continue à jouer ce rôle, soit au contraire, elle peut essayer et on voit que c'est un peu ce qu'elle est en train de faire en Afghanistan, c'est-à-dire de se positionner comme un acteur important du bloc occidental sur des théâtres extérieurs, notamment au service de l'OTAN. Mais ça, c'est bien sûr trop tôt pour le dire. En tout cas, tout ce qu'on peut dire qui est intéressant, c'est qu'elle est en position de jouer un rôle stratégique dans cette région-là. Quel rôle elle jouera? Bien évidemment, c'est un peu tôt pour le dire. Merci beaucoup pour cette réponse tout à fait précise. On peut dire qu'il y a de nombreux acteurs qui sont plus actifs aujourd'hui en Afrique, et la Turquie en fait évidemment partie. On verra quels sont les acteurs nouveaux sur cet échiquier africain qui auront une réelle influence sur le moyen terme, pouvons dire. Alors, quelle relation nous demande Philippine Rafano entre l'Iran et la Turquie si un accord similaire au JCPOA parvenait à être trouvé entre l'Iran, les États-Unis et les partenaires européens? Je précise qu'il me semble que le JCPOA n'est pas encore enterré, mais qu'il s'agit plutôt d'un retour des États-Unis sous conditions nouvelles, étant donné que l'Iran, lui aussi, est sorti des clous pendant le retrait américain. Je pense que c'est plutôt ça dont il s'agit au niveau du droit international. Et je laisse le professeur Marcoux répondre à cette question. Alors, comme je le disais, les relations turco-iraniennes sont toujours des relations un petit peu compliquées parce que, oui, on a deux pays finalement qui ont une longue habitude de négocier leurs différends. Hein, cet accord de Kasr-el-Sherin au XVIIe siècle sur la frontière, qui a fait suite finalement à une sorte d'affrontement de blocs entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide, à la fois qui avait une dimension à la fois militaire et stratégique, mais aussi religieuse. Le califat sunnite contre le schisme duodécimain, cet empire qui s'était construit autour de la religion chiite duodécimaine. Donc, et puis subitement cette volonté de ne plus s'affronter, qui pour autant ne fait pas de la Turquie et
de l'Iran des alliés, mais souvent des rivaux. Et si vous voulez, à l'heure actuelle, quand on regarde ces deux pays, on s'aperçoit que finalement, dans le turmoil du Moyen-Orient des dernières années, c'est-à-dire une sorte de déstructuration avec finalement la multiplication des conflits, parfois même une sorte de marginalisation du conflit israélo-palestinien, alors même qu'il était central auparavant, encore que les derniers événements nous ont montré qu'il était toujours très important. Dans cet ensemble, il reste des puissances et finalement, indiscutablement, alors même que par exemple l'Égypte aussi, qui reste un pays important, malgré tout, on sent bien que là, on a un pays qui est extrêmement instable malgré tout. L'Arabie saoudite est quand même, oui, une puissance sur le plan énergétique, économique, financier, en même temps militaire même, mais en même temps, on connaît la fragilité de cet État qui essaye de devenir, d'une certaine manière, à l'heure actuelle, par les réformes de MBS, un État-nation. Mais là, on a deux vieilles puissances, l'Iran, la Turquie, qui ces dernières années, finalement, ont plutôt convergé, hein, je vous l'ai montré. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit un certain nombre d'éléments qui montrent des désaccords. Alors d'ailleurs, comme toujours, comme avec les États-Unis, je signalais les petits problèmes judiciaires de part et d'autre, hein. Il y a eu des conflits de ce type, hein, entre l'Iran ces dernières semaines et la Turquie. Et puis, effectivement, il y a cette incertitude qui est celui de savoir si la situation de l'embargo, la situation nucléaire va s'éclaircir ou non avec Joe Biden. Cela présenterait d'ailleurs certains aspects positifs, notamment sur le plan économique, sur le plan commercial pour la Turquie. Je disais qu'elle est très intéressée. La Turquie est un pays à la recherche d'énergie et elle est très intéressée de ce point de vue-là par les ressources énergétiques iraniennes. Donc, de ce point de vue-là, ça pourrait présenter justement un avantage pour la Turquie. L'un des problèmes quand même que je vois à l'heure actuelle, et à mon avis ce qui explique beaucoup les difficultés qu'on voit apparaître entre la Turquie et l'Iran, c'est justement l'interventionnisme militaire de la Turquie dans la région. Et en particulier, si vous regardez bien, la Turquie est intervenue dans le nord de la Syrie, la Turquie intervient maintenant dans le nord de l'Irak. On a beaucoup parlé des interventions turques en Syrie, mais on ne parle pas, ou très peu, du fait que la Turquie est actuellement en permanence dans le nord-Irak. Hein, elle essaye de combattre le PKK, hein, et de ce point de vue-là, elle a pratiquement pris ses quartiers dans le nord-Irak, avec près d'une trentaine de points militaires qu'elle contrôle, et avec une convergence. Alors, une convergence finalement à l'heure actuelle de vues entre Ankara, Erbil, c'est-à-dire la région kurde d'Irak du Nord, et même Bagdad. Bon, vous parliez de cet article, ce dernier article que j'ai écrit à la demande de mon ami Adel Bakawan, qui a dirigé ce très bon numéro de Confluence sur l'Irak. Hein, la Turquie et l'Irak, que j'avais intitulé Turquie et l'Irak, de la relation inconstante au ménage à trois. Mais effectivement, on a un ménage à trois à l'heure actuelle. On a de longue date, hein, depuis 2007, une relation proche et qui est de plus en plus proche entre l'Irak et entre le gouvernement kurde d'Irak du Nord et la Turquie. Et désormais, avec ce gouvernement irakien qui est très affaibli à Bagdad, on a une convergence avec la Turquie, d'autant plus que ça permet à Bagdad d'avoir un allié face à l'Iran. Et donc, je crois que cette présence turque dans ce couloir qui est entre l'Iran finalement, et la Méditerranée en particulier, un allié important de l'Iran qui est le Hezbollah, bon, bien évidemment, c'est très perturbant
pour l'Iran, et probablement que beaucoup des problèmes turco-iraniens viennent de cette situation à l'heure actuelle, cette situation géopolitique. Merci beaucoup. Je laisse donc la parole à Aurélien Denisot, qui a levé la main. Bonjour, je vous remercie. Tout d'abord, merci Monsieur Marcoux pour cette présentation qui était vraiment très complète et qui m'a beaucoup intéressé. Et j'avais une question alors sur un sujet peut-être un peu périphérique, mais qui m'intéresse. On dit souvent qu'en Turquie, la politique étrangère est conditionnée aussi par des éléments de politique intérieure. Et à ce sujet, je me demandais, dans l'éventualité, par exemple, où une coalition d'opposition prendrait le pouvoir, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les aspects de la politique étrangère turque qui pourraient demeurer? Est-ce qu'il y aurait des changements à attendre? En d'autres termes, peut-être la question ce serait, est-ce que l'opposition turque, dans son ensemble, approuve la politique stratégique actuelle de la Turquie, ou est-ce qu'il y a des points de divergence qui pourraient amener à un changement si le pouvoir venait lui-même à changer de main? Je vous remercie. Oui, merci pour cette question. C'est une question intéressante parce que bon, on a souvent eu tendance à faire de la politique étrangère de la Turquie des dernières années avant tout une politique de l'AKP. En gros, si effectivement la Turquie s'est éloignée des États-Unis, si elle a donné même l'impression par moment de changer d'axe, la faute, ou en tout cas la responsabilité, en incomberait à l'AKP. Or, je pense que bien sûr, oui, il y a des raisons propres à ce qu'est la politique de l'AKP, ou en tout cas les options idéologiques, politiques, économiques de l'AKP. Mais on sait bien qu'en politique étrangère, il y a des fondamentaux d'une certaine manière qui prévalent et que quel que soit le gouvernement, finalement, un État a des intérêts fondamentaux. Et je dirais que lorsque la Turquie, finalement, lorsque cette politique étrangère turque a montré ces changements dans les années 2000, et notamment 5, 6, 7 ans après que l'AKP ait pris le pouvoir, alors même qu'au tout début, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une rupture, si vous voulez, dans la politique de l'AKP. Je crois que c'est aussi des tendances de fond, et qu'un gouvernement d'opposition aurait sans doute mené une politique pas identique, pas similaire, mais avec des tendances de fond assez communes. Je pense notamment que l'alignement de la Turquie sur le bloc occidental, déjà quand vous regardez bien, d'ailleurs dans la période de la guerre froide, les relations turco-américaines n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Et lorsque les intérêts, moi je me souviens toujours de ce que m'avait dit il y a longtemps, dans les années 90, un vieux diplomate turc qui avait effectivement participé à ce qui a été un tournant pour la politique étrangère turque, c'est-à-dire son entrée dans l'OTAN, son entrée dans le bloc occidental. Il me disait, rappelez-vous bien que si on est rentré dans le bloc occidental, ce n'était pas pour s'aligner. On fait toujours d'ailleurs ce contresens. On s'aligne sur le bloc occidental parce que la Turquie d'Atatürk s'était occidentalisée. Mais la Turquie d'Atatürk, certes avec des réformes occidentales sur le plan intérieur, n'était pas un pays aligné sur les puissances. C'était au contraire un pays qui voulait préserver son indépendance nationale. Et ça, c'est au cœur d'ailleurs de l'existence même de l'État turc, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, les Turcs ont dû mener une guerre en quelque sorte contre les traités qui avaient été prévus et qui
réduisait à la portion congrue ce qu'avait été l'Empire ottoman pour créer finalement cet État qu'on connaît, la République de Turquie. Donc cette idée d'indépendance nationale est très forte, et donc ce diplomate me disait si on a entré dans l'OTAN, c'était parce que pour défendre cette indépendance nationale, parce qu'on avait peur de l'Union soviétique, et que finalement on se disait que la seule manière de se protéger cette indépendance nationale, c'était de rentrer dans un bloc. Mais en même temps, si on est rentré dans le bloc, on n'est pas rentré dans le bloc pour tout accepter. Et on a bien vu que sur Chypre, par exemple, la Turquie et les États-Unis sont entrés en conflit. On a bien vu aussi par la suite, je le disais au moment de la guerre du Golfe, que la position turque a été nuancée. On a bien vu au moment de la guerre en Irak que la Turquie pouvait refuser une intervention aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, cette position, je dirais, de recherche d'indépendance qu'on retrouve dans la politique du grand écart, c'est-à-dire à la fois avoir des alliances, mais aussi défendre ses propres intérêts, et même entrer en conflit quand ses intérêts sont en jeu, reste une ligne directrice de tous les gouvernements. Et donc, je pense qu'effectivement, bon, il est probable qu'un gouvernement d'opposition tenterait de manière plus volontaire et avec d'autres arguments, parce qu'à l'heure actuelle, la Turquie aussi dit qu'elle veut renouer avec le processus de négociation, mais tenterait de renouer avec l'Union européenne, en tout cas de retrouver des relations confiantes. Pour autant, sur le plan migratoire, sur le plan économique, un gouvernement d'opposition n'accepterait pas tout des Occidentaux. On a bien vu que dans le conflit en Méditerranée orientale, certes, l'opposition a critiqué Recep Tayyip Erdogan, notamment il a critiqué dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette ouverture de plusieurs fronts sans qu'il y ait véritablement de stratégie claire, mais pour autant, dans ce conflit en Méditerranée orientale, l'opposition n'a pas pris le parti des Occidentaux, n'a pas pris le parti de la Grèce, et donc on peut penser que cette opposition défendrait justement cette volonté de la Turquie de peser en Méditerranée orientale, d'avoir le rôle qu'elle estime être son rôle en Méditerranée orientale. Il est probable qu'un gouvernement d'opposition tenterait de renouer effectivement une relation plus confiante avec les États-Unis, mais pour autant, comme je vous le disais, même à l'époque où on était à l'époque de la guerre froide, la Turquie n'a pas toujours tout accepté des États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, oui, il faut s'attendre à certains aménagements, et en particulier certains aménagements dans la forme des relations, mais il ne faut pas s'attendre à non plus à un renoncement de la Turquie d'un certain nombre des orientations qu'elle a pu avoir ces dernières années. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse très précise, encore une fois. Et je me permets de prolonger un tout petit peu la question. Vous disiez que l'opposition kémaliste, même si cet adjectif pourrait être contesté, n'a pas pris la position des Occidentaux sur la Grèce, sur Chypre. Un autre dossier qui pourrait être intéressant d'évoquer, ce serait la position de l'opposition sur Israël. Est-ce qu'il y a une politique alternative à ce que prône Erdogan, c'est-à-dire une position assez forte et de soutien aux Palestiniens, inconditionnel d'Erdogan aux Palestiniens, dans l'opposition du CHS? Alors, même sur Israël, quand on regarde de près les choses, bon, c'est vrai que Recep Tayyip Erdogan a soutenu les Palestiniens, et en particulier le Hamas, sur la scène internationale. En même temps, par rapport à d'autres conflits où il avait été beaucoup plus virulent, je trouve qu'il a été plus en retrait, parce que là encore,
depuis plusieurs années, à la fois une sorte d'ambivalence dans la relation turco-israélienne. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, Turquie et Israël se connaissent bien parce que Turquie a été premier pays musulman à reconnaître Israël et que pendant longtemps n'avait pas d'allié au Moyen-Orient. Le seul allié qu'elle pouvait avoir, c'était Israël. Bon, c'est vrai que la relation s'est détériorée depuis une quinzaine d'années, parfois avec des détériorations spectaculaires, comme au moment de l'affaire du Mavi Marmara ou de l'incident diplomatique du forum de Davos, hein, ce qu'on avait appelé le One Minute de Davos. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, sur beaucoup de dossiers, hein, objectivement, il y a des convergences. Alors, si ce n'est des convergences politiques affirmées, en tout cas des intérêts communs. Sur le dossier du gaz, hein, en particulier, bon, c'est vrai qu'il y a eu cette signature de l'ISTMED, hein, de ce gazoduc entre Chypre, la Grèce et Israël, mais ce gazoduc, on le sait, a peu de chances de fonctionner pour l'instant, en tout cas sans que la Turquie ne l'accepte. Donc, si vous voulez, il y a aussi pour Israël, la Turquie peut être un partenaire intéressant pour exporter son gaz vers justement l'Europe. Et d'ailleurs, quand il y a eu il y a quelques années, après la brouille turco-israélienne, une première restauration des relations turco-israéliennes, le gaz avait joué un rôle. Donc, si vous voulez, là encore, oui, il y a des propos très durs qui ont été tenus par Recep Tayyip Erdogan contre Israël, mais quand on regarde dans les faits ces dernières années, on sent qu'il y a aussi de part et d'autre une volonté de renouer. En tout cas, il y a souvent, finalement, on a souvent cette attitude, oui, on a un conflit, oui, il y a le conflit israélo-palestinien et on critique et on combat Israël. Et en même temps, sur beaucoup de dossiers, regardez aussi le dossier syrien. Hein, finalement, le dossier syrien, le fait que la Turquie soit opposée à Bachar al-Assad, ça aussi, objectivement, ça place finalement la Turquie et Israël sur des positions d'intérêt commun. Regardez aussi ce qui s'est passé dans le Caucase. Ce qui s'est passé dans le Caucase, où finalement, on a beaucoup d'ailleurs parlé des drones turcs, mais on n'a pas parlé, ou moins parlé, des drones israéliens qui ont été fournis par Israël à l'Azerbaïdjan, et du fait qu'en réalité, Israël soutient de longue date l'Azerbaïdjan parce que ça lui permet d'avoir des bases en Azerbaïdjan contre l'Iran. Et que la ligne directrice de la politique israélienne, c'est ça, c'est l'Iran. On se souvient de cette position qui avait été très contestée d'un diplomate ou d'un ancien militaire américain qui, au plus fort des intérêts des attentats de Daesh, disait, mais pour Israël, Daesh n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est Bachar al-Assad. Hein, pourquoi? Parce que Bachar al-Assad, c'est l'Iran. Donc, je crois que c'est aussi comme ça qu'il faut lire. Alors, là encore, est-ce qu'il y aurait un rétablissement des relations turco-israéliennes, un rétablissement spectaculaire? Bon, il y aurait probablement une position et une rhétorique un petit peu différente vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des Palestiniens, mais je pense aussi qu'un gouvernement d'opposition n'ignorerait pas ce dont on parlait, c'est-à-dire les intérêts convergents
et peut-être qu'ils se manifesteraient à ce moment-là avec un peu plus de vigueur qu'ils ne font. Mais je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas s'attendre non plus à un renversement spectaculaire sur tous les terrains de la politique de la Turquie et de ce que la Turquie est devenue, c'est-à-dire depuis la fin du monde bipolaire, c'est-à-dire une puissance régionale qui mène une politique de puissance régionale. Merci pour votre réponse très claire avec beaucoup d'événements précis donc, sur la relation entre la Turquie et Israël. On était arrivé à la fin là, de l'heure prévue. Est-ce que... Oui, il restait deux questions qu'on peut prendre. Il reste 2 questions. Est-ce que c'est possible, Monsieur Marcoux, de prendre les 2 dernières Allez-y, questions? je vais avoir une réunion après, mais allez-y. D'accord. Alors, on va essayer de faire vite. Donc, la première question posée par Patrick, c'est de savoir dans quelle mesure la version officielle sur le coup d'État, c'est-à-dire que le mouvement Gülen était impliqué dans ce coup d'État, est-elle toujours corroborée par les États-Unis et dans quelle mesure finalement cette version est-elle vraie et dans quelle mesure il y a eu peut-être aussi des ingérences étrangères. Et ensuite, dans quelle mesure les institutions nationales sont-elles résistantes à ce type de déstabilisation, notamment suite aux purges de l'État turc et à la politique donc, du gouvernement d'Erdogan après le coup d'État, c'est-à-dire dans quelle mesure ces purges ont profondément affaibli l'appareil politico-militaire turc ou non. Donc ça, c'est la première question posée par Patrick. Oui, alors sur le coup d'État, bon, il reste encore, de toute manière, c'est assez difficile de répondre, mais l'implication du mouvement Gülen est indiscutable. Bon, ce qui est, même si le coup d'État est aussi la coopération d'un certain nombre de cercles qui ont eu à ce moment-là des intérêts communs. Bon, ce qui était impressionnant quand même dans cette affaire, c'est que le mouvement Gülen ait réussi à pénétrer l'armée qui pourtant était réputée pour justement être une sorte d'espace clos, hein, d'espace protégé, une sorte d'État dans l'État qui justement avait sa propre politique, pesait sur, influencer des politiques turques, en particulier la conduite de la guerre contre le PKK, la politique étrangère hein, même. Donc, oui, le mouvement Gülen est impliqué. Après, jusqu'où y a-t-il eu des implications étrangères? Là, je dirais que je vais faire un peu de la politique fiction et je n'ai pas plus d'éléments à vous donner que ce qui a déjà été donné. Voilà. Donc, quant à la déstabilisation des institutions, la transformation des institutions, je crois qu'à l'heure actuelle, bon, probablement Aurélien Denisot est très attentif à tous ces éléments. À l'heure actuelle, il y a une transformation profonde de l'institution militaire qui se poursuit. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a toujours des purges qui continuent et il y a toujours des pressions, des surveillances des militaires, en tout cas une crainte qu'il puisse se passer quelque chose au sein de l'institution militaire et donc une volonté aussi de transformer l'institution militaire qui vient justement à la fois de la transformation de la formation des militaires, de la transformation du fait que le service militaire devient moins important qu'avant. Donc l'armée turque est en train de se transformer
hein. Elle est en train de se transformer, pas seulement par cette volonté politique d'en finir avec cette sorte d'État dans l'État qui menaçait effectivement le gouvernement civil et aussi le gouvernement de l'AKP, mais aussi parce que, bon, ben, du fait des interventions dont on parlait tout à l'heure, du fait de l'implication militaire, que la Turquie joue un rôle sur le plan projette finalement ses soldats à l'international, tout ça change la logique militaire, la logique de l'institution militaire. Donc je pense qu'il y a effectivement une transformation profonde de l'armée à l'heure actuelle qui se poursuit et qui a aussi ébranlé. Le coup d'État, je pense, a permis d'accélérer parce qu'il a permis d'agir radicalement sur un certain nombre d'institutions que l'AKP voulait transformer, voulait prendre en main et qui avaient été finalement la plus grosse opposition interne à l'AKP, la plus grosse opposition interne à l'AKP dans ces 10-15 premières années d'existence, ce n'est pas tellement l'opposition politique, c'est, enfin peut-être pas les 15 premières années, mais les 10 premières années de gouvernement d'AKP, la plus grosse opposition, pas tellement opposition politique, parlementaire, etc., c'est finalement, c'était l'opposition d'institutions comme bon, la haute fonction publique, les universités et notamment la hiérarchie universitaire, les doyens, les recteurs, c'était également les diplomates, c'était également la justice surtout, et on voit bien que là encore, la Turquie a essayé de réformer encore la justice qui lui fait, je dirais, toujours des misères, puisque si vous regardez bien, la Cour constitutionnelle ces dernières années a plusieurs fois bloqué des lois et des décisions du gouvernement de l'AKP. En particulier, récemment, elle a refusé de dissoudre le parti légal kurde, le HDP, qui est toujours d'ailleurs le troisième parti au sein du Parlement, et contre lequel, à nouveau d'ailleurs, il y a une procédure qui est en train de s'engager. Donc, je crois que oui, et il y a un petit peu maintenant, on sent une sorte de course de l'AKP pour continuer à accélérer ces changements avant les élections de 2023 pour le cas où, au pire, se produirait un accident pour l'AKP. Donc, oui, je crois qu'il y a là un enjeu qui est important. Alors, oui, merci M. Marco pour votre réponse. On va passer la parole à Bastien donc, pour la dernière question. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Donc moi, c'était une question qui était un peu double, je vais essayer de faire simple et rapide. Vous aviez mentionné, Marco, en introduction, la découverte récente de gisements de gaz en mer Noire. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que cette découverte pouvait impacter et apaiser la situation en mer Méditerranée orientale, notamment autour de Chypre, et aussi comment est-ce qu'elle pouvait impacter les relations entre la Russie et la Turquie si cette découverte amenait une augmentation de la présence turque en mer Noire. Et plutôt sur l'aspect F-35, enfin, là par contre, si la Turquie était amenée à être exclue du programme F-35, est-ce qu'elle pourrait par exemple se tourner vers la Chine pour faire évoluer sa flotte ou par exemple penser au développement d'un programme national turc? Oui, alors, gaz en mer Noire, je dirais que par les médias turcs, cette découverte a été aussi, lorsqu'elle s'est produite l'année dernière, a été beaucoup montée en épingle pour compenser en quelque sorte justement le fait que la Turquie ne soit pas associée aux grands jeux gaziers. Bon, est-ce que ça va accroître la présence de la Turquie en mer Noire?
La Turquie est présente, hein, je dirais déjà en mer Noire. Elle joue un rôle en tant que pays de l'OTAN. Elle joue un rôle parce qu'elle tient les détroits, il ne faut pas l'oublier malgré tout. Même s'il y a une liberté de circulation, cette liberté est malgré tout contrôlée. Elle va jouer un autre rôle, il ne faut pas l'oublier, dans l'accès de la mer Noire, c'est avec le canal Istanbul que veut construire Recep Tayyip Erdogan, hein, et qui doublerait le Bosphore et qui est d'ailleurs considéré, qui a été considéré, là aussi on pourrait parler de cette réaction des militaires, des amiraux turcs à la retraite qui ont écrit une lettre demandant au gouvernement de ne pas toucher justement au traité de Montreux. Hein, donc, il y a là, je crois, hein, la Turquie est un pays qui est en mer Noire de longue date, hein, c'est dans son ADN, c'était dans l'ADN de l'Empire ottoman, hein, le sultan défini comme l'empereur des deux mers, hein, la blanche et la noire. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que ça va renforcer la présence de la Turquie en mer Noire? Je ne pense pas que ça la renforce en tant que telle. Et c'est vrai qu'en mer Noire, il y a une sorte de double, deux pays qui jouent un rôle, y compris dans cette organisation de la mer Noire, économie de la mer Noire. C'est la Turquie et la Russie, avec un conflit qui est celui de la Crimée, parce que la Turquie ne reconnaît pas, hein, l'annexion de la Crimée par la Russie. Alors, est-ce que ça va calmer le conflit en Méditerranée orientale? A priori, je ne pense pas que ça sera, non, en tant que tel, un facteur, parce que, bien sûr, le gaz est une raison du conflit, mais derrière le gaz, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, le gaz a permis, ces découvertes gazières, d'une certaine manière, ont comment dirais-je, cristallisé en fait des accords ou des désaccords stratégiques dans les pays riverains de la mer Noire. Donc, je ne pense pas que ça aura un effet direct sur la situation en Méditerranée orientale. Votre autre question portait sur les F-35, hein, les F-35, bon, l'exclusion du programme F-35, qui vient justement de l'affaire des S-400. Je pense qu'il y a là quand même quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que va devenir cette acquisition des F-400 et qu'est-ce que ça conditionne au niveau des F-35. Bon, les États-Unis, bon, on l'a vu, hein, souhaitent que la Turquie ne déploie pas, hein, en fait ces F-400. Il y a là un vrai problème parce qu'on sait que non seulement elle a... Et on a eu toujours d'ailleurs une sorte de tentative de négociation jusqu'au bout. C'est-à-dire quand la Turquie a dit on va acquérir des S-400, il y a quelques années, les États-Unis ont dit, bon, oui, ils ont dit ça, mais ils ne les ont pas encore. Après, quand la Turquie les a eus, les a vraiment passé le marché, on a dit, ah bah oui, ils ont passé le marché, mais ils ne se sont pas encore fait livrer. Quand la Turquie a reçu livraison de sa première fournée de F-35, F-400, S-400, on a dit, ah bah oui, ils les ont eus, mais ça ne veut pas dire qu'ils les déploieront. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même eu des essais et que, bon, surtout dans le contexte actuel où on achète du matériel qui vaut quand même cher, si finalement c'est pour dire on ne les utilise pas ou ça ne servira à rien, uniquement à peser sur les relations turco-occidentales, là, bon, je dirais que ça va devenir difficile pour le gouvernement de l'AKP. Et en même temps, on sait que ça conditionne effectivement l'acquisition de cet avion. Et pour la Turquie, c'est un enjeu aussi en termes de défense parce qu'elle commence à avoir une flotte de F-16 vieillissant.
Alors, certes, il y a les drones, mais on sait que les drones ne remplacent pas la possession d'un bon avion de ce type, d'un avion moderne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle en avait acquis, non seulement qu'elle faisait partie du programme, donc elle produisait certains composants, mais qu'en plus, elle en avait acquis une centaine. Et si elle ne peut pas acquérir les F-35, va se poser la question de savoir où elle va s'approvisionner pour renouveler sa flotte. Et on sait qu'on a vu que Recep Tayyip Erdogan, lorsqu'il est allé en Russie, s'est intéressé à certains des concurrents russes du F-35, mais si la Turquie finalement se dotait d'un avion russe, bon, ça poserait vraiment le problème de sa présence dans l'OTAN. Et donc là, on a effectivement un vrai problème. Alors, vous parliez de la Chine aussi. C'est vrai qu'avant les S-400, la Chine avait acquis des missiles chinois, avait commencé à tenter d'acquérir des missiles chinois. Donc, et là, je dirais, vous voyez bien que dans le contexte de la nouvelle guerre froide, en plus, même symboliquement, l'effet que pourrait avoir une acquisition d'un avion chinois ou russe qui, en plus, jouerait pour la défense de la Turquie un rôle extrêmement important. Donc là, je dirais, dans cette affaire de S-400, F-35, il y a un vrai enjeu justement pour les relations turco-américaines et les relations turco-occidentales. Voilà. Alors, merci, Monsieur Marcoux, pour l'ensemble de votre conférence et de vos réponses qui nous ont beaucoup éclairés sur les lignes de force des enjeux stratégiques et de la politique étrangère de la Turquie. J'ai trouvé vraiment très éclairant les liens que vous avez établis entre les différents théâtres où la Turquie intervient. Et ça nous aide à comprendre que finalement, la crise en Méditerranée orientale est liée à des enjeux régionaux, internationaux, qui sont étroitement liés et qui touchent les régions limitrophes et l'ensemble des problèmes liés à l'ordre mondial et à sa recomposition. Et ce qui était vraiment très éclairant, c'était aussi le lien que vous avez fait avec bien sûr les grandes phases historiques, et puis avec l'agenda politique actuel, et notamment les changements, je dirais, les plus récents, notamment avec l'arrivée du gouvernement Biden, et aussi la conférence à venir sur la Libye et d'autres événements qui seront attendus dans les mois prochains. Donc, vous avez insisté sur à la fois les grands intérêts objectifs de la politique étrangère turque en montrant que le gouvernement de l'AKP leur avait donné aussi je dirais, une consonance un peu spécifique par rapport aux orientations aussi qui sont celles de l'AKP, notamment son action dans le cadre des printemps arabes, etc. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et c'était vraiment un très grand plaisir pour nous de vous avoir reçu dans le cadre de ce séminaire ce matin. Très bien, merci à vous, merci de votre accueil, merci de toutes ces questions qui ont permis de donner vie à un débat, ce qui est toujours intéressant et agréable lors d'un séminaire, puisque l'idée est aussi que ce soit une rencontre avec des personnes qui s'intéressent, qui travaillent de près ou de loin sur le même sujet que ceux qui peuvent être les vôtres. Voilà. Merci à vous. Beaucoup, professeur Marcoux. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.